Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à DO4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 13 novembre. 38 infirmières et infirmiers viennent porter main forte au système de santé de la Gaspésie. La ville de Chandler reçoit 4 fleurons. La microbrasserie Pete Caribou remet 50 cents par canette vendue de leur bière bénéfice, la bière du chasseur, à l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Le 25e défi Ose entreprendre. Pas de réforme de l'assurance chômage à l'horizon. Le 11 novembre, jour du souvenir. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie ainsi que le Cégep de la Gaspésie et des Îles sont très heureux d'accueillir 38 infirmiers et infirmières venus porter main forte à notre système de santé. Une excellente nouvelle pour la région. M. Lou Landry, adjoint à la présidente de la Direction générale et aux relations avec les médias au sein du CI3S de la Gaspésie, nous informe à ce sujet. C'est une excellente nouvelle. Le CIS se réjouit de cette arrivée de 38 personnes qui viennent de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, du Cameroun. C'est 38 infirmiers et infirmières qui pratiquaient ce métier-là dans leur pays, qui débarquent en Gaspésie d'une répartition d'environ 10 par RLS, donc 10 dans Baie-des-Chaleurs, 10 dans le coin de Rocher-Percé, 10 dans la Côte-de-Gaspé et une dizaine aussi en Haute-Gaspésie. Ces personnes-là arrivent, ont une formation de mise à niveau à suivre avec le Cégep de la Gaspésie des Îles d'une durée de, en gros, 1 an. Donc, et puis suite à ça, à partir de l'automne 2023, ces personnes-là vont pouvoir intégrer les rangs du CIS de la Gaspésie comme infirmiers ou infirmières réguliers, je pourrais dire. Puis en attendant, ce qui est bien, qui permet à ces gens-là de déjà intégrer l'organisation, puis qui permet de donner un certain souffle à nos équipes sur le terrain, c'est que ces nouveaux collègues-là vont pouvoir pratiquer comme préposés aux bénéficiaires dès les prochains jours à temps partiel pendant la durée de leur formation de mise à niveau. D'accord. Là, il y a une partie formation à l'école, puis ils vont avoir des stages aussi en milieu de travail? Oui, tout à fait. On parle d'une formation de 915 heures qui comporte 360 heures de stage. D'accord. Comment ont été trouvées ces personnes, ces 38 personnes-là? Bon, le projet a été annoncé autour de l'hiver, fin hiver, début printemps 2022 par le gouvernement du Québec. Ces gens-là, de leur pays, ont fait une demande dans ce programme-là. Ensuite, il y a des personnes qui ont été retenues pour des entrevues auxquelles le CIS participait, bien évidemment. Il y a certains candidats qui ont été retenus. Les 38, évidemment, qui arrivent en Gaspésie. Une fois les personnes étaient retenues, ils devaient faire un test de français et suivre le processus d'immigration normal pour en venir jusqu'à l'arrivée qu'on a connue au cours des dernières semaines de 38 personnes. D'accord. Une chose que plusieurs se demandent, parce qu'il y a un gros problème de logement puis, en Gaspésie puis un peu partout, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans ce sens-là? Oui, en fait, on ne se le cachera pas, le logement présentement, c'est un enjeu dans notre région. Ça a été un défi pour ce projet-là. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a un toit sur la tête présentement. Tout le monde qui est arrivé a trouvé un endroit pour se loger. L'élément plus difficile, peut-être, c'est que certains d'entre eux auront à rebouger au cours des prochains mois pour se trouver quelque chose de permanent. Il y en a qui ont déjà trouvé quelque chose de permanent. Le CIS avait d'ailleurs fait au cours du mois de septembre un appel à la population pour demander à la population s'il y avait des logements à louer, tout ça, de nous en faire part pour qu'on puisse bâtir une banque avec nos partenaires dans ce dossier-là, que sont le MIFI, le service d'accueil aux nouveaux arrivants ainsi que le Cégep de la Gaspésie des Îles. Puis cette banque-là a été présentée aux personnes qui s'en venaient en Gaspésie. Puis ça a permis dans certains cas de dénouer des situations. Donc, on remercie la population, on salue la participation de la population dans ce dossier-là. Là, c'est sûr qu'il y a un grand besoin dans pas mal tous les domaines de la santé. Eux autres, ça va être surtout des préposés aux bénéficiaires. Est-ce que c'est un domaine où il y a un gros manque de personnel? En fait, juste pour corriger, ces gens-là vont pratiquer comme préposés aux bénéficiaires pendant la première année, mais ce sont des infirmiers et infirmières qui, une fois leur formation de mise à niveau faite, vont pratiquer comme infirmiers et infirmières. Puis oui, on a un manque. Je vous dirais, souvent, on qualifie, ou on quantifie, je devrais dire, notre manque d'infirmiers et infirmières. Avant cette arrivée de 38-là, on le quantifiait à un manque d'environ 120 personnes.
Okay. Donc, on peut juger qu'il nous manquerait encore en 80-100 personnes là, pour arriver là, à respirer un peu mieux, je dirais. Sûrement que c'est les 38 premiers, mais il va sûrement en avoir d'autres après si ça fonctionne tout selon vos attentes. Il y a une deuxième phase à ce projet-ci qui est prévue déjà, avec une deuxième vague de nouveaux arrivants. Cependant, ce qu'il faut dire, la question qui demeure, c'est le quand. En fait, on va se concentrer à accueillir et à intégrer convenablement ces nouveaux collègues-là au cours des prochains mois. Suite à ça, il y aura des discussions avec nos partenaires dans le dossier pour cibler quelle est la période la plus optimale pour accueillir le deuxième contingent de personnes qui débarquera chez nous. D'accord. Y a-t-il autre chose qui s'en vient? Au niveau du recrutement, vous voulez dire? Oui, au niveau du recrutement. En fait, notre recrutement régulier continue. Puis je vous dirais qu'avec les mesures sanitaires qui ont lentement mais sûrement diminué, ça nous a permis au niveau de notre équipe de ressources humaines de se relancer dans les divers salons de l'emploi pour aller là, à la rencontre, que ce soit à Québec, à Montréal, dans certaines universités. Ça nous a permis aussi de faire une tournée pour du plus long terme, mais quand même avec des écoles secondaires, avec la stratégie Vivre en Gaspésie, puis divers partenaires dans le cadre de la tournée Perspective. Présentement, on est très, très actif au niveau du recrutement. On continue aussi tout ce qui est de publiciser des offres d'emploi, notamment sur les réseaux sociaux. C'est assez actif, je vous dirais, côté recrutement pour des temps qui courent. Grâce à ses efforts constants au cours des 3 dernières années, la ville de Chandler a reçu 4 fleurons lors du 17e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluée en 2022. 4 fleurons, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui peuvent se vanter d'avoir ça. Maintenant, le 2 novembre, il y a eu le dévoilement de la classification horticole des municipalités qui ont été évaluées en 2022, dont faisait partie également la ville de Chandler. Ça s'est passé là, au Sheraton de Saint-Hyacinthe. Il y avait plus de 220 élus et représentants municipaux qui étaient sur place. Wow. Puis, pour recevoir évidemment leur attestation officielle des mains du président des fleurons, M. Martin Dulac. Il y a 113 municipalités qui ont été évaluées en 2022. 19 sur les 113 ont obtenu un fleuron de plus. Et la vaste majorité a progressé dans la grille des classifications. En ce qui a trait à Chandler, on a su bonifier considérablement notre pointage là, de par les travaux d'embellissement qui ont été réalisés. Puis on a atteint 4 fleurons. Wow. Ce qui est très rare. C'est excellent. Je pense qu'on n'a jamais eu ça. Puis on a travaillé fort pour l'avoir. Là, on l'a atteint. Puis évidemment, ça, c'est les efforts constants qui ont été reconnus là, de la part des juges là, au cours des 3 dernières années. Évidemment, on félicite là, on se félicite tout le monde, puis on félicite également beaucoup nos employés qui œuvrent à l'embellissement, au service d'embellissement de la ville. Donc, bravo. Cette année, la microbrasserie Pete Caribou remet 50 cents par canette vendue de leur bière bénéfice, la Blonde du Chasseur, à l'OCPAC, l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Cindy Bugeaud, qui est responsable des activités de sensibilisation et de saines habitudes de vie pour l'OCPAC, ainsi que Jean-François Nelly, le copropriétaire de la microbrasserie Pete Caribou, pour nous en parler. Notre mission, c'est contribuer au mieux-être des personnes atteintes de cancer et des proches aussi. Alors, c'est vraiment pour offrir notre gamme d'activités pour ces gens-là, autant pour le prêt de matériel, parce que tous les services de l'OCPAC, c'est gratuit. Donc, autant du suivi psychologique, le prêt de livres, les prothèses mammaires, capillaires, des groupes d'entraide aussi. On fait aussi des activités sportives, culturelles. Donc, c'est vraiment une belle panoplie de services qu'on peut offrir avec la belle collaboration des entreprises du milieu. Pete Caribou, ça existe depuis quand? 23 juin 2007. C'est depuis 2007? Oui. On a fêté notre 15e anniversaire cette année. C'était fondé par Benoît Couillard et Francis Jonca au début. Puis nous, Vincent Coder et moi, 2 associés, 2 amis à la base, on a racheté Pete Caribou au mois d'avril 2019. Puis là, vous vous êtes fait approcher par l'OCPAC? Exactement. On a été approché par l'OCPAC parce qu'on on a un devoir, une mission d'entreprise de s'impliquer au niveau de notre communauté. Puis l'OCPAC répondait vraiment aux besoins qu'on voulait. On veut donner un coup de main à la société. On veut s'impliquer auprès des personnes qui sont dans le besoin. L'OCPAC donne un coup de main à ce type de gens-là qui ont besoin d'avoir certains services, autant financiers, autant humanitaires. Donc, nous, on trouvait que c'était hyper intéressant de pouvoir participer avec eux autres là, à la production d'une bière qui va servir à financer des services. Pouvez-vous nous présenter cette bière? C'est la Blonde du Chasseur, en fait. La Blonde du Chasseur, c'est la 3e année qu'on la fait. On la sort tout le temps à la période de la chasse à l'Orignal. C'est une demande qui est faite beaucoup par des clients qui aiment aller à la chasse. On parle d'une bière blonde, légère, une ale. C'est une bière qui va être de tout grain, qui va avoir vraiment un goût de grain. Mais c'est une bière très limpide, super claire, qui passe très bien là, à 4,5 % de degré d'alcool. Okay.
Ça, c'est pas une bière qui va être faite seulement qu'une fois, elle va être refaite au cours des années? Nous, on la refait tout le temps à la période de la chasse, donc c'est une fois par année. Par canette qu'on va vendre, on va donner 50 cents. On va produire 10 000 canettes donc pour faire un don de 5 000 à Logpack. Donc, c'est quand même un premier pas en avant. Puis si on voit que la demande est plus élevée, bon, on ira en fonction de la demande. C'est une première pour Pic Caribou d'aider un organisme? Non, on en fait souvent des aides d'organismes. Par exemple, l'année dernière, nous, on avait fait un don aussi de 5 000 à l'école de permaculture de Val-d'Espoir pour la construction de cette école-là, pour lancer le projet d'école de permaculture à Val-d'Espoir. Donc, on a déjà fait aussi des dons au camp de jour de Cap-d'Espoir. Donc, on s'implique beaucoup, un peu partout en Gaspésie, je dois vous avouer. C'est souvent au niveau financement qu'on a de la difficulté à joindre les deux bouts pour offrir nos services. Donc, il a généreusement accepté avec son équipe de pouvoir offrir une bière pour justement contribuer là, au financement de Logpack. La bière pour Logpack, elle est disponible jusqu'à quand? Jusqu'à temps que tu les aies toutes bues. À part ça, non, en fait, on a produit 10 000 canettes. On les a vendues un peu partout en Gaspésie. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on la vend partout au Québec. Donc, l'avantage de ça permet de donner une visibilité à Logpack qu'elle n'aurait pas si elle ne passait pas par la canette. Parce que moi, la canette de Logpack, on va la voir autant au Lac-Saint-Jean qu'à Montréal qu'à Gatineau. Ce qui est intéressant de cette canette-là, vous allez voir le visage du pêcheur. Habituellement, il y a un chapeau qu'on appelle une Southwest, un chapeau de cuir. Là, on va le voir avec le coco rasé, parce que c'est pour le défi Rase Coco à la base qu'on voulait faire, pour financer ce défi-là. Donc, on voit Pic Caribou, le pêcheur avec sa grosse barbe, avec le coco rasé comme ton caméraman, sauf qu'il n'y a pas les écouteurs. Puis, en fait, c'est pour encourager les gens à participer aussi à cet événement-là qui va servir à financer les services qui sont offerts par Logpack et les personnes atteintes du cancer. C'est vraiment une belle collaboration, une belle réussite. Y a-t-il des activités au point de vue de Logpack qui s'en viennent prochainement? Oui, bien, on vient justement d'avoir une conférence sur l'humour pour donner un petit moment de répit aux gens. Donc ça a été vraiment une belle activité qui va revenir même d'année en année. C'était notre deuxième. Et là, on va avoir des activités piscine aussi, de la piscine adaptée pour les personnes qui vivent un cancer. Pour les proches aussi, il va y avoir des ateliers conférences. Il va y avoir de la kinésiothérapie aussi qui va être donné. Donc, il y a vraiment là, un calendrier d'activités qui est en train de se monter. C'est pour ça que je peux vous en nommer quelques-unes, mais il y en a vraiment plusieurs là, qui s'en viennent, là, des groupes d'entraide pour les personnes atteintes, pour les proches aussi. Donc, ça s'en vient. Ça va être vraiment des belles activités qui s'en viennent plus pour l'hiver, je vous dirais. Les cafés rencontres, ça existe encore? Oui, ça existe encore, puis c'est beaucoup sur Zoom. Tu sais, depuis la pandémie, c'est vraiment ce qu'on a décidé de faire parce que les gens sortent moins un peu de chez eux, puis c'est plus accessible aussi parce que la Gaspésie, on sait que c'est grand. Donc oui, beaucoup par Zoom, même par téléphone pour ceux qui n'ont pas l'Internet, mais on va reprendre là quand même parce qu'on veut que ça soit sur place aussi, l'offrir aux gens, puis il y en a qui préfèrent encore ça comme ça. Le défi Ose entreprendre est déjà à sa 25e édition cette année. Eliane Joseph, qui est agente de communication et d'événements à la MRC de Bonaventure, nous informe à ce sujet. Bientôt, ça va être le temps de s'inscrire pour Ose entreprendre. Oui, le défi Ose entreprendre revient cette année pour une 25e année, une 25e édition. Donc, vous avez à la fin novembre, ça va être le début des inscriptions. Donc, je pense que vous pouvez être à l'affût en allant aimer notre page Facebook Défi Ose entreprendre Gaspésie Île-de-la-Madeleine et toutes les informations vont y être inscrites. Là, il y a plusieurs volets avec plusieurs bourses aussi. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les différents volets? Oui. L'année passée, on a vraiment eu un beau succès dans les inscriptions. On a remis 29 500 $ en bourse pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Puis, comme tu le dis, le défi Ose entreprendre, il y a plusieurs volets, dont le volet scolaire, où est-ce que les personnes peuvent remporter 500 $, les gagnants régionaux. Ensuite, le volet création d'entreprise. Ce volet-là, c'est pour les personnes qui sont en démarrage d'entreprise. Ils peuvent alors se mériter jusqu'à 1 500 $. Et aussi, dans ce volet-là, il y a plusieurs... il y a d'autres catégories, là... où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire, là. Vous avez le choix. Donc, on peut remettre jusqu'à 6 bourses de 1 500 $. Ensuite, au volet Réussite Inc., c'est les personnes qui se sont déjà inscrites qui ont déjà participé au défi Ose entreprendre, ça fait plus de 5 ans.
à ce moment-là, même s'ils n'ont pas gagné, ils peuvent quand même se réinscrire parce que ça prouve que leur entreprise a perduré dans le temps. Et c'est 7 500 $ qu'ils peuvent remporter au volet régional. Et au volet faire affaire ensemble, là, c'est n'importe qui peuvent s'inscrire. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils démontrent qu'ils font affaire avec des entreprises québécoises, qu'ils s'approvisionnent auprès d'entreprises québécoises. Et c'est un montant de 5 000 $ qu'ils peuvent remporter. Et à titre d'exemple, à Gaspé, au Centre de formation professionnelle, ils se sont rendus au national et ils sont mérités, en plus de leurs 500 $, un 5 000 $. Donc, je veux dire, ça vaut la peine de prendre quand même une petite heure pour s'inscrire, pour après ça avoir une belle visibilité puis avoir la chance de gagner des beaux prix. Là. Parce qu'il y a des belles choses qui se font à Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, puis je pense que ça vaut la peine de les... qu'on les démarque, qu'on nous le dise, là, puis qu'on en parle. Pour avoir plus d'informations, moi, je vous invite vraiment à aller visiter le site web Ose Entreprendre Québec et toutes les informations y sont. Donc, toutes les différentes catégories et puis tout c'est très bien expliqué, mais si quand même vous avez besoin d'informations, dans toutes les MRC de la Gaspésie puis des Îles-de-la-Madeleine, on a des représentants locaux qui peuvent aider les personnes, les entrepreneurs en devenir à les aider à s'inscrire là, dans leur formulaire. Puis, quand vous vous inscrivez au défi Ose Entreprendre, dans le fond, nous, ce qu'on fait, on vous offre une belle visibilité. Que vous soyez gagnant ou pas gagnant, parce qu'à la fin, il y a un gala et toutes les personnes qui ont participé, on donne une belle visibilité, comme je le disais. Et puis, c'est important pour nous, justement, de voir, de démontrer ce qui se passe de beau du côté entrepreneurial en Gaspésie puis aux Îles-de-la-Madeleine. Puis, vous avez quand même du temps pour vous inscrire. C'est jusqu'en mars 2023. Et puis, ça vaut la peine vraiment de prendre ces petites heures-là d'inscription parce qu'il y a vraiment des beaux prix qui s'entourent pour les gagnants et je pense que c'est important que les gens s'inscrivent. Puis même au-delà des bourses, là, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience, justement, du côté entrepreneurial et surtout au niveau au volet scolaire. On voit, moi je suis allée au national l'année passée, des jeunes qui ont commencé justement avec le défi Ose Entreprendre, avec au volet scolaire, où est-ce qu'ils maintenant sont rendus entrepreneurs. Donc, c'est important, là, justement, pour les professeurs, mais aussi pour les étudiants, de participer à ce genre de projet-là. Puis, je pense qu'on ressort tout le monde gagnant. Selon le mouvement Action Chômage de la Gaspésie et des Îles, il n'y a pas de réforme de l'assurance-emploi à l'horizon. Nadia Mongeon, la coordonnatrice, nous explique. Vous arrivez d'Ottawa. En premier lieu, pour vous nous dire, c'était quoi vos attentes en allant là? Bien, nous, on est allés... le mouvement Action Chômage et l'Alliance. Donc, c'est tous les groupements pour le chômage, puis les groupements syndicaux, FTQ, CSN et tout ça, là, de nous, du Québec, mais aussi de l'Est, là, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, étaient avec nous, l'île du Prince-Édouard. On est allés là dans l'espoir de faire valoir nos points de vue au niveau de la réforme parce que on trouve que la réforme, c'est urgent, ça devrait se faire maintenant. Parce que, pourquoi? Parce qu'on va vivre probablement une récession. Puis déjà que ça, dans le passé, ça a été, on l'a vu là, avec le COVID et tout ça, que notre régime d'assurance-emploi, il est troué, hein? Il n'est pas adapté aux réalités du 21e siècle. Donc, on est allé là dans l'espoir de, oui, parler avec le Bloc, parce que c'est avec l'invitation du Bloc. On a parlé à plusieurs députés du Bloc et on a aussi rencontré Jack Mincing puis Alexandre Boulris aussi du NPD. Ces deux partis qu'eux, ils sont déjà en accord avec nos demandes. Ils comprennent pourquoi on fait ces demandes-là, puis pourquoi on exige une réforme, parce que ils voient la population aller, ils voient les problèmes qui résultent quand on n'a pas un filet social adapté aux conditions de maintenant. Toutefois, on espérait rencontrer soit la ministre Qualtrough ou quelqu'un qui aurait été
mandatés par elle durant la journée qu'on a passée là, parce qu'on a vraiment passé une journée entière au Parlement d'Ottawa. Donc, on aurait aimé ça rencontrer quelqu'un du Parti libéral, ce qui n'a pas eu lieu. Avec une grosse déception. Il y a quand même de quoi de positif qui est ressorti de ça? Bien, le positif, c'est surtout parce que on sait qu'on a le MPD qui travaille avec nous, on sait qu'on a le Bloc québécois qui travaille avec nous. Ça, c'est le côté positif de la chose. Toutefois, c'est ça, on peut pas dire que c'est pas le NPD et le Bloc qui vont pouvoir dire demain matin, on l'a fait la réforme. Donc, eux vont pouvoir appuyer, mais c'est le Parti libéral qui doit prendre en charge de dire demain matin, on le fait pour de vrai, on fait une réforme, puis voilà ce qu'il y en est. Mais c'est ça, c'est que le positif, c'est qu'on a des bons appuis de deux pas de deux parlements, mais de deux groupes politiques, mais on n'a pas, il semble pas qu'on a l'appui du Parti libéral dans tout ça, parce qu'il y a pas rien qui se passe, il n'y a pas de réforme qui se fait. Ils ont fait plein de sondages, de tables rondes, on les a rencontrés à maintes reprises, mais il semblerait que l'intérêt pour la réforme n'est pas là de leur part. Les problèmes qui sont liés aux travailleurs saisonniers d'ici, c'est-tu la même problématique à la grandeur du Canada? Bien, je dirais pas à grandeur du Canada, mais de l'Est du Canada. Toutefois, on a une nouvelle membre dans l'Alliance qui est de Toronto. Donc, là, on parle de l'Ontario, là. On a des gens de l'Ontario qui sont aussi d'accord avec nous. C'est sûr qu'il y a moins l'aspect trou noir, par exemple, en Ontario qu'ici, mais ils déplorent quand même l'accessibilité. Ils trouvent que le nombre d'heures est trop élevé. Par exemple, je vous donne une petite idée ici. Mettons une femme qui travaille à temps partiel puis qui se retrouve sans travail du jour au lendemain, parce que c'est souvent les femmes qui travaillent à temps partiel, plus rarement les hommes. Bien, l'accessibilité à l'assurance-emploi est beaucoup plus difficile parce que souvent, ces gens-là n'arrivent pas à faire le nombre d'heures nécessaires. Donc, comme vous me disiez, est-ce que c'est tout le Canada? Ben non, pas tout le Canada pour l'instant, mais plus ça va, plus notre groupe grossit quand même, parce que l'Ontario vient de se joindre à nous, et on était juste l'Est du Canada, Québec, en allant vers l'Est, puis là, on a maintenant des gens de Toronto. Donc, notre demande au gouvernement, notre demande de réforme, que le système, le programme soit plus juste, c'est pas juste nous, là, il y en a d'autres. Mais là, encore là, il faut convaincre l'Ouest canadien. Ça, c'est une autre paire de manches. Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Y a-t-il des activités qui s'en viennent au niveau du mouvement Action Chômage? Ben oui, on a une activité, on en a plusieurs qui s'en viennent. En fin de compte, on va faire des sorties avec communiqués de presse qui s'en viennent prochainement. On a notre arbre de Noël rempli de trous noirs qui s'en vient prochainement. Mais encore plus proche, on a une lettre pour les personnes qui travaillent, les travailleurs saisonniers. C'est une lettre qui est adressée à la ministre Qualtrough. Puis vendredi après-midi cette semaine, justement, on va aller au centre d'achat ici à Place du Havre, puis on va inviter les gens qui sont des travailleurs saisonniers à signer soit notre lettre ou à signer, s'ils ne sont pas des travailleurs de l'industrie saisonnière, à signer, c'est-à-dire une carte postale. Elle est adressée à Mme Qualtrough, puis la carte postale est adressée à Justin Trudeau. D'accord. Là, c'est sûr que mec, l'émission est diffusée, ben là, la signature va être passée, mais les gens, ils peuvent-tu venir la signer après quand même, comme ici dans vos bureaux? Oui, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, les gens peuvent nous contacter, puis on peut leur envoyer par la poste un des deux. S'ils sont des travailleurs de l'industrie saisonnière, on peut leur envoyer la lettre, puis ils peuvent la remplir. Puis quand on la signe, c'est juste la signer, puis marquer son adresse, là, la municipalité. Puis, vu que ça s'en va au Parlement d'Ottawa, il n'y a même pas de postage. On met ça dans une enveloppe, on écrit l'adresse, puis on poste tout simplement. Puis la même chose pour la carte postale, pour ceux qui sont pas de l'industrie saisonnière, bien ça, c'est monsieur, madame, tout le monde peuvent signer puis l'envoyer
Les frais de postage, il n'y en a pas non plus parce que ça s'en va encore au Parlement d'Ottawa. Fait que ils peuvent nous contacter puis on va leur envoyer ça gratuitement, là, sans problème. Le 11 novembre de chaque année, nous soulignons le jour du souvenir, autrefois appelé jour de l'armistice. Rappelons-nous que les pays d'Europe sont entrés en guerre peu après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie. La Première Guerre mondiale s'est déroulée de 1914 à 1918. Plus de 650 000 Canadiens et Terre-Neuviens ont combattu au cours de cette guerre. Plus de 66 000 d'entre eux ont perdu la vie et plus de 172 000 autres ont été blessés. Leurs contributions et leurs sacrifices ont permis au Canada d'être un signataire distinct du traité de Versailles qui a mis fin officiellement à la guerre. Ces efforts de guerre ont aidé le Canada à gagner un nouveau respect sur la scène internationale en tant que pays indépendant. Voici quelques dates à retenir. Le 4 août 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Le 22 avril 1915 est le premier combat des Canadiens. Et le 11 novembre 1918 est le jour de la signature de l'armistice mettant fin à la guerre. Et voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Diabète pas bug vous invite lundi, le 14 novembre, à 9h, au Club des 50 ans et plus de Chandler, à une série de conférences pour la Journée mondiale du diabète. Pour information, contactez Monique au 418-385-2333 ou au 418-616-1715. Bienvenue aux personnes diabétiques. Soirée dansante au Club L'Amical de Passepébiac, situé au 18 2e Avenue Est à Passepébiac, samedi le 19 novembre à 20h30. Bienvenue à tous. La neuvaine de la médaille miraculeuse aura lieu du 18 au 26 novembre à 19h, à l'exception du dimanche 20 novembre. La messe sera célébrée à 9h15 à l'Église catholique de New Carlisle. La clôture de la neuvaine aura lieu le samedi 26 novembre à 19h et nous soulignerons le premier dimanche de l'Avent. Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prière. Événement à venir au club sportif de Hopetown. Samedi, le 26 novembre à 19h, bingo cadeau au club optimiste de Saint-Godefroy. Un marché de Noël aura lieu le samedi 3 décembre à la résidence Gilker, située au 46 rue Notre-Dame à New Carlisle, de 14h à 16h. Merci de votre présence et d'encourager les artisans. Le Cercle des fermières de Saint-Godefroy organise une vente de pâtisserie le 4 décembre à 10h30 au local de l'Endroit, situé au sous-sol de l'église. Bienvenue! Il y aura une vente de pâtisserie le 10 décembre à compter de 9h à l'église de Saint-Godefroy au profit de la fabrique de Saint-Godefroy. Bienvenue à tous! Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 13 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!